Merci, au revoir. Ouais, je suis désolé, je suis au téléphone. En fait, c'est vendredi, vous êtes sur 100%, c'est n'importe qui, c'est moi, Jean-David Morvan. J'étais un peu occupé parce que j'essaye d'avoir un nouveau téléphone, c'est un peu complexe. Mais bon, je pense qu'on va s'en sortir. Vous le connaissez, il y a une sorte de fruit à l'arrière qui est un peu croqué. Ils en sortent une nouvelle version, mais personne ne sait exactement quand est-ce qu'il sort ou quoi que ce soit, à quel prix il va coûter. Et alors c'est con parce que j'avais pris un abonnement il y a 2 mois, je suis allé 2 mois au Japon, j'ai un téléphone qui n'a pas marché pendant 2 mois et je me retrouve baisé. Mais finalement, vous vous en foutez. On va plutôt passer à l'émission, donc il va y avoir une critique de jeu, il va y avoir la vue subjective mini, et puis il va y avoir les sorties animés manga, mais d'abord ce sera les news. À l'occasion d'un petit événement organisé par la boîte.com et Nintendo, nous avons pu essayer sereinement, sans être bousculés, les jeux Nintendo présentés à l'eCube, et tout particulièrement New Super Mario Bros. Wii, ainsi que Wii Sports Resort. Ce dernier utilise donc le Wii Motion Plus, un accessoire qui se fixe sous la Wiimote, vendu aux environs de 20 €, avec une protection caoutchouteuse prenant la forme d'une combinaison intégrale. Une fois équipée de cette rallonge, la Wiimote devient ce qu'elle aurait dû être dès le départ. Une manette capable de reproduire les mouvements réalisés par le joueur dans un espace 3D en 1.1, c'est-à-dire à l'identique. Chaque mouvement du bras ou du poignet, aussi subtil soit-il, est fidèlement reproduit à l'écran, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Comme Wii Sports à l'époque, Wii Sports Resort sera tardivement le jeu étalon de Nintendo. Le titre qui permettra fin juillet de juger des nouvelles capacités de cette Wiimote Plus et des possibilités qu'elles offrent en termes de gameplay. Pour en juger, 12 épreuves sont disponibles sans compter les variantes et les mini-games qu'elle propose. On trouve ainsi des épreuves rescapées de Wii Sports comme le bowling et le golf, mais totalement adaptées au Wii Motion Plus. Le golf propose un parcours de 9 trous supplémentaires, en plus du 9 trous classique déjà connu des fans de Wii Sports. Et cette fois-ci, la moindre torsion du poignet induira un effet correspondant, ce qui complique grandement les choses. De nouvelles épreuves seront bien sûr présentes, comme le kendo dans une variation sumo, obligeant les adversaires présents sur le ring à se propulser hors de ce dernier pour gagner. Regarder les joueurs en compétition est en soi un spectacle impayable. Une épreuve vraiment très fun, permettant de juger de la finesse des contrôles au niveau du poignet et d'anticiper avec un réel enthousiasme le prochain Red Steel 2. Parmi les autres épreuves, on trouve le disque golf, déjà présent dans Tiger Woods 2010 et permettant de s'essayer au frisbee sur les terrains de Wii Golf. Mais également le ski nautique, le kayak, une épreuve épuisante jouable à 4 en split screen, des épreuves aériennes comme un dogfight jouable uniquement à 2, très rigolo, et puis comment ne pas mentionner le ping-pong. Clairement, le jeu de l'été sur Wii, Wii Sports Resort, risque fort de marquer les esprits autant que les poignets. Nous avons également eu la chance de mettre les mains sur le tout nouveau New Super Mario Bros. Wii. Il est vrai que sur le papier, le concept a de quoi laisser perplexe. Un Super Mario jouable à 4 et reprenant l'esthétique de New Super Mario Bros. N'est pas forcément du goût de tout le monde. Mais heureusement, la réalité fait vite passer le concept de ce nouveau jeu annoncé à l'eCube dernier. La Wiimote se tient en mode manette NES et dès qu'on la retourne, c'est parti pour un délire rétro. Car le plombier et ses nouveaux acolytes se déplacent exactement comme sur la 8-bit de Nintendo. Un bouton d'action pour accélérer, jeter des boules de feu, etc. et un bouton de saut. Mais ce n'est pas tout, le titre profite des spécificités de la Wii pour approfondir le gameplay. En secouant la Wiimote au bout d'un saut, le personnage bénéficie d'une dernière pirouette salvatrice. Les nouveaux pouvoirs tirent également parti de cette nouvelle façon de jouer. Mais ce qui fait la qualité d'un Mario, en plus de sa maniabilité, ce sont les niveaux. Et de ce côté-là, on peut dire que les level designers s'en sont donnés à cœur joie, tout en respectant la grande tradition des Mario. On a ainsi pu croiser un Yoshi dans ce New Super Mario Bros. Mais le cœur de ce nouveau titre reste bien entendu le mode multijoueur. Et ce mode pourrait bien détrôner un maître en la matière, Mario Kart. On retrouve donc ce mix d'entraide vacherie exacerbée. Car à tout moment, on peut soit être gentil, en laissant des items à ses pauvres coéquipiers, soit être la plus grosse peau de vache du monde en avalant un adversaire avec Yoshi et en le rejetant dans un trou ou sur un ennemi. Sauter sur la tête de l'un pour récupérer des pièces, accrocher les pieds de l'autre pour l'empêcher d'obtenir un power-up, les coups bas vont bon train et y a pas à dire, c'est bon d'être méchant. Et forcément, à 4 joueurs, ça devient vite la folie. Ce nouveau Super Mario a l'air de tenir toutes ses promesses, mais il faudra malheureusement attendre la fin des vacances pour pouvoir mettre la main sur une version plus évoluée et complète. Il est vrai que les annonces des nouveaux Mario et du nouveau Metroid ont quelque peu occulté les autres titres de Nintendo. Et pourtant, parmi ceux-ci, on trouve des titres attendus par une poignée de fans, dont un certain Sin and Punishment 2. Fidèle à son aîné sorti sur Nintendo 64, ce shoot'em up pédestre permettra aux vieux gamers de vite retrouver leur marque. Le multilocage et le tir automatique sont ainsi toujours de mise. Au chapitre des nouveautés, on note l'arrivée d'un overboard qui permettra aux joueurs de se balader librement sur l'écran. Mais c'est surtout l'arrivée d'une héroïne qui change la donne et l'histoire. Le scénario sera ainsi différent selon le héros choisi. Malheureusement, le jeu reste visuellement en deçà de ce que l'on peut attendre d'une Wii.
Mais il semblerait malgré tout que ce Sin and Punishment 2 ait su garder son intégrité et c'est peut-être cela le plus important. Dans un tout autre style, la suite de Endless Ocean a également été annoncée. Cette simulation de plongée sous-marine reprend bien évidemment le concept de son grand frère, mais proposera de nouveaux environnements marins explorables, comme les eaux arctiques au milieu des baleines ou celles de l'Amazone et ses piranhas. On va regarder tout de suite une critique de jeu. Je vais la regarder en même temps que vous parce que je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle Death Smiles. C'est une sorte de sourire des morts. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, donc je peux pas trop vous en parler. Je regarde ça et puis on se retrouve après. En l'espace d'un an, la situation de la Xbox 360 au Japon a bien changé. Du statut de console occidentale ne proposant que des jeux américains peu susceptibles de plaire aux joueurs japonais, elle est passée avec les efforts de Microsoft au Japon à celui de console de niche proposant en exclusivité plusieurs jeux ciblés spécifiquement pour les otaku et les hardcore gamers. Tetris The Grandmaster Ace et les Idolmaster avaient ouvert le bal, puis sont arrivés progressivement des shoot'em up comme Raiden 4, Automedius et, depuis avril dernier, Death Smiles, un manic shooter horizontal de la société Cave. Cette société japonaise s'est depuis longtemps spécialisée dans le danmaku, ces shoot'em up hardcore bombardant en permanence les joueurs de centaines de boulettes ennemies. Développant surtout pour les bornes d'arcade, généralement Cave ne s'occupait pas directement des portages de ces jeux, mais une conversion récente et désastreuse par un studio tiers de Dodonpachi Daiojo Black Label sur 360, un de ses titres phares, l'a fait revenir sur sa position. À l'exception du très steampunk Pro Gear no Arashi, les shoots de la firme se déroulaient principalement à la verticale. Ce n'est pas le cas de Death Smiles, qui constitue seulement le deuxième shoot horizontal développé par Cave et dont nous allons parler maintenant. Dans Death Smiles, le joueur a le choix entre 4 vaisseaux, entre 4 gothiques Lolita, chacune dotée d'ailes leur permettant de voler et accompagnée de leurs petits familiers faisant office d'options, hibou, chauve-souris, fée ou dragon. Toutes se sont retrouvées piégées dans un univers parallèle, typé héroïque fantasy à la sauce gothique et peuplé de monstres aussi féroces que variés. Ce sera aux joueurs de faire en sorte qu'elles sortent indemnes d'une série de 8 niveaux, dont un niveau bonus optionnel, et atteignant un portail dimensionnel qui leur permettra de retourner dans leur propre réalité ou de choisir de rester ensemble dans cet univers horrifique. Comme il est de coutume dans ce type de shoot, chacun de ces niveaux exigera de se débarrasser d'un maximum d'ennemis, tout en slalomant entre des nuées de boulettes multicolores. Ils se concluront tous par l'affrontement contre un boss particulièrement impressionnant, et dont les nombreuses techniques d'attaque imposeront des réflexes aiguisés et de connaître par cœur chaque pattern. La grande force du jeu réside dans la richesse graphique et sonore de son univers, mais aussi et surtout dans le fait d'être suffisamment paramétrable pour proposer une expérience de jeu agréable autant aux pros de la boulette qu'aux joueurs novices qui voudraient s'y essayer. Dès le départ, le joueur a le choix entre plusieurs modes de jeu. Le mode arcade, qui est un portage direct avec les graphismes en basse résolution d'origine. Le mode Xbox 360, version identique à l'arcade au niveau de son gameplay, mais dont les sprites ont été recalculés en HD pour profiter de l'augmentation de la résolution d'affichage de la 360. Enfin, la version 1.1, elle aussi en HD, mais proposant un placement différent des touches de tir et permettant de contrôler directement le familier à l'aide du stick analogique droit. Après la sélection de son personnage, le joueur peut choisir le niveau de difficulté parmi 3, ainsi que l'ordre d'enchaînement des 6 premiers niveaux. Ce choix lui est proposé à chaque retour sur la carte des mondes. Il est donc tout à fait possible de commencer la partie par un niveau ardu en difficulté faible, puis d'enchaîner des niveaux moins complexes en difficulté plus élevée. Ces possibilités incitent le joueur à progresser à son rythme tout en permettant aux pros d'attaquer directement le challenge du One Credit. Notons d'ailleurs qu'enchaîner 5 niveaux successifs en difficulté élevée déclenchera un redoutable Death Mode où chaque ennemi vaincu lancera une nuée de boulettes suicides uniquement annulable par le familier. Autre spécificité du jeu, le nombre de vies est indiqué sous la forme de 3 jauges d'énergie par défaut. Celle-ci se vide de moitié en cas de contact direct avec un ennemi et d'une unité complète en cas de contact avec un de ses tirs. Il faudra donc privilégier l'évitement et la destruction rapide à distance des ennemis, qui arriveront de toute manière en nombre élevé. Heureusement, comme souvent sur ce type de jeu, la hitbox ou zone de vulnérabilité est petite et ici clairement identifiée par un cœur jaune situé sur la poitrine des héroïnes.
Concernant l'armement, un bouton permet de tirer sur la droite, un autre sur la gauche. Le tir rapide de base est effectué en tapotant rapidement, alors qu'en restant appuyé, l'option, c'est-à-dire le familier, concentrera le tir, le rendant plus puissant mais ralentissant en contrepartie les déplacements du personnage. Signalons ici que ce familier ne se contrôle pas directement dans le mode de jeu normal, mais gravite autour du personnage en fonction de ses déplacements. Savoir correctement le placer nécessitera donc un petit temps d'adaptation. Il est également possible d'activer un lock automatique des ennemis à proximité en maintenant appuyé sur les boutons de tir gauche et droit. Enfin, 3 bombes permettront de se sortir des situations critiques en faisant disparaître l'ensemble des tirés ennemis présents à l'écran. Chaque ennemi abattu libère une certaine quantité de bonus, sous forme de crâne et de couronne, faisant augmenter un compteur situé en bas de l'écran. Quand ce dernier atteint 1000 points, il est possible d'activer un mode Power-Up en appuyant simultanément sur les tirs gauche et droit. Dans ce mode temporaire, le joueur n'est plus sensible qu'aux tirs ennemis, fait plus de dégâts et voit le nombre de bonus récoltés multiplié, ce qui lui permettra d'accroître plus rapidement son score. Ce système de compteur stimule la technique du joueur. Il lui faudra aussi gérer correctement son timing afin de profiter au maximum de ce mode, tout en prenant des risques pour remplir à nouveau sa jauge et recommencer le cycle. Si le côté scoring est bien présent, le jeu n'oublie pas pour autant d'être fun et varié. Et si les 6 premiers niveaux sont facilement abordables, Death Smiles propose un bon challenge sur le niveau bonus et le niveau final, seul ou à 2 joueurs en simultané. Signalons qu'il est aussi possible de comparer son score online via un mode score attack, de s'entraîner à chaque niveau via le mode training ou de visionner à loisir les replays de super players disponibles online. Bref, beaucoup de moyens pour s'entraîner à devenir un pro de la gâchette. Enfin, pour 1200 points, le téléchargement de la version Mega Black Label proposera un mode de difficulté diabolique, un niveau inédit complet ainsi qu'un nouveau personnage jouable. Pour les collectionneurs, un code d'activation de voix illustrant les cutscenes était proposé en bonus de précommande du jeu. Pour conclure, Cave a frappé un très grand coup avec Death Smiles, qui propose actuellement ce qui se fait de mieux dans le genre, shoot horizontal à forte teneur en boulette. Les joueurs japonais ne s'y sont pas trompés comme le confirment les chiffres de vente de cette excellente conversion sur Xbox 360. Les seuls reproches que l'on pourrait lui faire concerneraient son mode arcade, extrêmement pixelisé sur un écran LCD, ainsi que l'impossibilité de télécharger certaines options limitées, comme les fameux dialogues parlés limités aux joueurs japonais ayant précommandé le jeu. Beau et très accessible, il est vraiment dommage que ce qui constitue peut-être un des derniers shoots en full 2D de Cave ne soit disponible qu'en import japonais zoné. Et oui, Death Smiles ne passe pas sur les consoles européennes. Peut-être qu'un jour, Microsoft se rendra compte qu'il existe encore un public occidental pour ce genre de jeu et le proposera sur le live. Mais pour l'instant, malheureusement, rien de tel n'a été annoncé. Bon, j'espère que vous avez eu votre compte de soubrette comme Barberousse, puisque Barberousse, il en a quand même tué un fagot. C'est un film de Kurosawa, je vous le conseille, c'est rudement bien. Je crois qu'il ressort en DVD, moi j'ai déjà une vieille édition, je crois même que je l'ai en VHS, mais on s'en branle. Et puis ensuite, on va voir Piano Forest, qui a l'air d'être un film rudement poétique, c'est un joli dessin animé avec un piano et une forêt. Je peux pas vous en dire plus, mais si vous aimez la forêt ou si vous aimez le piano, allez-y. Petite actu cette semaine dans Vue Subjective Mini, avec un chef-d'œuvre réédité à petit prix, à côté duquel on ne pouvait pas passer, signé Kurosawa, et la sortie en salle d'une des dernières productions de la Gainax. Qu'est-ce que ce果物の腐ったような匂いは。貧乏の匂いですよ、この連中のね。ここは通い療治の患者のたまり場なんです。毎日昼過ぎから無料で診察し投薬するんですが、どうもね、生きてるよか死んだ方がマシだとしか思えない連中ばかりですよ。こちらです。
Le film confronte deux personnalités, celle de Barberousse bien sûr, un personnage ombrageux aux méthodes peu orthodoxes, et celle d'un jeune médecin, Yasumoto, fraîchement sorti de l'école. Ce dernier commencera par s'opposer au vieux docteur qui, à sa façon, parviendra à lui ouvrir les yeux sur le monde et la douleur qui l'habite. Difficile de parler de ce film magnifique en si peu de temps, il faut le voir pour ne plus jamais l'oublier. Iい子だ。Je suis en train de regarder, mais effectivement, vous avez une bonne tête d'otaku. Hein. Donc, à mon avis, vous allez l'aimer, Haruhi, qui est un dessin animé avec des filles qui dansent, des trucs un peu rigolos. Donc voilà, mais on reste encore un peu dans le thème de la soubrette. Je crois que ce sera le thème de ce soir. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir, mais peut-être qu'il y aura des soubrettes, on verra ça. Et puis l'autre, c'est Café Dream, c'est un manga. Moi, je l'ai déjà lu, mais en japonais, mais je lis pas le japonais. Mais je l'ai déjà lu quand même, donc je sais ce que c'est. Et je peux pas vous raconter ce que c'est, puisque c'était en japonais, donc j'ai pas compris les textes, mais les dessins sont rudement bien. Donc voilà, je vous laisse regarder ça aussi. Pour une grande communauté d'otaku au Japon et dans le reste du monde, le mois dernier fut marqué d'une pierre blanche. En effet, c'est à cette date que démarra sur l'archipel nippon la diffusion de la deuxième saison de Suzumiya Haruhi no Yutsu. Presque simultanément en France, le dernier DVD de la première saison était publié par Kazé. Pour ceux qui prennent le train en marche, rappelons que l'anime Suzumiya Haruhi no Yutsu, ou en français La mélancolie de Haruhi Suzumiya, relate les péripéties farfelues de la brigade SOS. Ce club de lycéens, censé s'intéresser aux phénomènes paranormaux, est dirigé avec poigne par la désinvolte et non moins infatigable Haruhi. Dans ces 3 derniers épisodes, on ne peut pas dire que tension dramatique et cliffhanger soient vraiment de la partie. Il y sera ainsi question d'une fête de lycée, d'un concert de rock ou encore d'une bataille virtuelle contre le club d'informatique. Cette conclusion de saison, durant laquelle il ne se passe finalement pas grand-chose, est assez représentative du reste de la série. Haruhi fait partie de cette catégorie de titres à fanservice très justement dépeint dans la génération otaku, le livre référence de Azuma Hiroki. La narration y est reléguée au second plan et leur intérêt repose sur les nombreuses références d'otaku disséminées ça et là, mais aussi et surtout sur les personnages. Attachants, ceux-ci sont néanmoins très stéréotypés. Dans Haruhi, rien qu'avec Mikuru, la nunuche à grosse poitrine, et Yuki, la taciturne à lunettes, l'impression de déjà-vu est évidente. Cet écueil n'enlève pas pour autant à la série ses qualités techniques. Au long des 14 épisodes de cette saison, les studios Kyoto ont fait montre de tout leur savoir-faire. Dans l'épisode 12 notamment, la scène du concert est sans conteste le fruit d'un travail d'orfèvre en termes d'animation. En guise de bonus pour ce 4e DVD, on trouve un mini-reportage montrant la visite des studios Kyoto par Hirano Aya, la comédienne qui double Haruhi et chante les génériques de l'anime. Ne dévoilant en tout et pour tout que quelques menues informations sur les techniques du studio, ce documentaire est également plombé par les piaillements incessants de la jeune actrice en goguette. De fait, si ce bonus anecdotique peut sembler très kawaii de prime abord, il finit par devenir juste très énervant au-delà de 5 minutes. Tant qu'on en est à aborder le doublage, il est important de souligner la qualité de la VF. Celle-ci est sans nul doute l'une des meilleures qui nous ait été donnée d'entendre récemment. Le côté second degré de l'anime est retranscrit à merveille par l'adaptation et les voix françaises. L'Oscar de la meilleure actrice revient une nouvelle fois à la comédienne Chantal Massé pour son interprétation survitaminée de Haruhi. Ton clavier, tu vas finir par le casser. Le premier que j'entends parler de défaite devra faire 10 fois le tour du lycée, et tout nu. Et en même temps, il devra crier « Les petits hommes verts me poursuivent !» Le café. De nos jours, ce breuvage noir plusieurs fois centenaire est souvent indissociable du quotidien de tout un chacun. Pourtant, ne fait pas du bon café qui veut. Il s'agit d'un savoir-faire, d'un art à la finesse insoupçonnée. C'est sur ce constat que repose le récit de Café Dream, une récente série en 5 tomes publiée en France par Doki Doki. La thématique de niche qu'est la gastronomie n'est pas étrangère à cet éditeur. On compte parmi ses titres 2 BD du même acabit, Aya conseillère culinaire et Le restaurant du bonheur. L'histoire de Café Dream met en scène Sasuke, jeune homme fils d'un marchand traditionnel de thé. Malgré son pédigré, notre héros voue une véritable monomanie pour le café. Au gré des chapitres, il mettra cette passion au service des personnages dont il fera la rencontre. Ceux-ci, immanquablement enhardis par les nouvelles saveurs que Sasuke leur fera découvrir, verront leurs problèmes se dissiper dans les volutes d'une simple tasse de café. Fait notable, dans le 2e tome de la série, les aventures de Sasuke l'emmèneront en France, où il tentera de percer le secret du bon vieux café Calva. À l'instar d'autres mangas culinaires, Café Dream se présente comme une série feuilletonesque classique.
dont les petites histoires se suivent et se ressemblent peu ou prou. Celles-ci ne font souvent qu'office de prétexte pour exposer telle ou telle graine de café ou telle technique particulière de torréfaction et de préparation de la boisson. À n'en pas douter, le scénariste Hanagade est un fou furieux du café. Preuve s'il en est, chaque chapitre est étoffé d'un mot de celui-ci en aparté qui en dit long sur sa passion. Ces fiches ajoutant encore une petite couche d'information, elles renforcent d'autant plus l'aspect ludique et pédagogique de ce manga. À la longue, la superficialité des scénarios et leur redondance aidant, la lassitude peut rapidement gagner le lecteur. Le ronron qui s'installe dans la narration peut s'avérer alors véritablement soporifique, le comble pour une histoire de café. De fait, à l'instar du breuvage auquel il rend hommage, Café Dream est un manga qui s'apprécie et se déguste de préférence à petite dose. Bah pour finir, je voulais quand même vous dire que j'ai une bonne nouvelle, donc je vais pouvoir avoir mon portable avec la poire ou la banane derrière, je sais plus, je me souviens plus, donc je vais pouvoir l'avoir. Je vais le payer le prix fort, bon bah c'est comme ça, il faut s'y faire. Mais bon, je vais y aller, je vais aller aux Champs-Élysées faire la queue pendant des heures, et puis je pense que je l'aurai, donc j'espère que vous êtes contents pour moi. Moi je suis content si vous avez bien aimé l'émission, et puis on se revoit un jour si je suis pas tant n'importe qui que ça. Ciao. So take your time, watch your step, but you don't have to fear. Silver snow, she